Fort heureusement, son prochain film sera bien plus marquant. Récompensé à plusieurs Oscars, il atteindra un statut de film culte avec le temps et reprenant une adaptation d'un des contes les plus célèbres. Je veux parler de Hook et la revanche du capitaine Crochet, que Spielberg a failli ne pas réaliser. Revenons là-dessus. L'histoire remonte au début des années 80. Comme Steven l'a démontré dans son film E.T., il aime beaucoup Peter Pan. Et à l'époque, il avait pour projet de faire une suite au dessin animé Disney. Par ailleurs, le film était parti pour la première collaboration de Spielberg avec Walt Disney Pictures. Le film entre en pré-production en 1985, mais Spielberg, pour s'occuper de son premier enfant, décide d'abandonner le projet qui sera refilé à Nick Castle, qui reprendra James V. Hart au scénario, et ce ne sera plus Disney qui produira le film, mais TriStar. La légende veut qu'à la base de ce film devait être une comédie musicale avec David Bowie dans le rôle du capitaine Crochet et Michael Jackson dans le rôle de Peter Pan. Et soyons honnêtes, je ne pense pas que ça aurait fait le taf. Je veux dire, autant David Bowie, ça aurait fait un très bon capitaine Crochet, je n'en doute pas, mais Michael Jackson, au vu du pitch du film, non. Robin Williams était incontestablement un bien meilleur choix. Mais alors que le travail sur le tournage commence, Nick Castle a des différends avec Robin Williams et Dustin Hoffman. Et autant un réalisateur est généralement maître à bord de ses rôles, autant quand tu t'embrouilles avec deux acteurs légendaires, vaut mieux pas espérer de conserver ta place. Du coup, Spielberg, qui pensait ne jamais revenir sur le projet, se réattelle, réécrit le script avec Carrie Fisher, qui ne sera pas crédité, en ajoutant Bob Hoskins au casting et John Williams à la musique. Bien que ce film n'ait pas eu un succès commercial énorme à son époque, bien que ce dernier soit très honorable, le film a acquis quand même, au fur et à mesure du temps, un petit statut de film culte, ce qui étonna même Spielberg, qui lui-même n'aime pas trop le résultat final de ce film. Qu'en est-il réellement ? C'est ce que nous allons voir. De quoi parle ce film ? Peter Barning est un avocat qui a quelques soucis familiaux parce qu'il est trop accroché à son travail. Mais les choses se bouleversent lorsqu'un jour, ses enfants sont enlevés par le capitaine Crochet, car Peter Barning se révèle être Peter Pan. Pour être tout à fait honnête avec vous, je comprends pourquoi Spielberg est déçu par son travail. La narration est bâclée, certains effets ont mal vieilli, et disons-le franchement, c'est un film qui a un ton extrêmement enfantin. Remplaçant de prof de chimie. Rufio, renvoie-lui la balle. Mauvaise haleine. Pion de fac. Petite tête. Barbier de prison. Petit empoilé. Gynécologue astigmate. Et dans ta fiole, tronche de cake. Dans tes miches, fesses de vache. Attention, en temps normal, un ton enfantin n'est pas forcément un défaut. Mais dans le cadre de ce film, ça l'est parce que ça empêche certaines scènes et certaines situations d'atteindre la gravité qu'elles devraient avoir. Du coup, ça perturbe la narration. Tu sais ce que j'aurais voulu? Non, quoi? J'aurais voulu avoir un père. Comme toi. Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est un mauvais film? Absolument pas. Comme à son habitude, John Williams nous compose un thème et un leitmotiv absolument magnifiques, qui arrive à trouver l'équilibre entre la poésie du pays imaginaire, mais en plus de l'aventure. Et une autre chose qui est absolument magnifique, ce sont les décors. Grand Dieu, les décors du pays imaginaire sont à couper le souffle, que ce soit la baie des pirates ou l'île des enfants perdus. Ce film a très bien su retranscrire un pays imaginaire digne de ce nom. Et même si certains effets sont un peu datés, beaucoup d'autres tiennent encore la route. Mais là où le film est le plus intéressant, c'est dans le traitement de la thématique principale des films de Spielberg, la famille, la relation du père et du fils. Et cette fois-ci, la thématique est exploitée sous l'angle de la réconciliation, de la compréhension de l'un envers l'autre.
Car pour pouvoir récupérer son fils, Peter Pan va devoir retrouver son âme d'enfant. Il va devoir comprendre à nouveau ce qu'est être un enfant. Tandis que Jack, le fils de Peter, il doit comprendre les intentions de son père qu'il aime malgré sa sévérité. Et le capitaine Crochet va essayer de détourner le regard de Jack et la compréhension envers son père pour lui offrir des illusions. Et maintenant, soyez bien attentifs, les enfants. Nous avons du pain sur la planche. Première leçon. Pourquoi les parents haïssent leurs enfants? Qui veut répondre? Et c'est là où l'écriture des personnages est extrêmement intéressante. Certes, Peter Pan doit apprendre à devenir un enfant, mais il ne doit pas non plus oublier ses responsabilités de parent, car il ne doit pas oublier de se battre pour ses enfants. Et on montre que Peter Pan peut pencher à un moment ou à un autre du mauvais côté de la balance, même si la narration va un peu vite de ce côté-là. Oh, Clochette, quelles aventures extraordinaires on a vécues. Tu te rappelles la prochaine aventure où tu sauves tes enfants, Peter? Des enfants? Oh, Peter Pan a des enfants? Bah, pourquoi t'es au pays imaginaire? Oh, ça c'est facile. Pour rester un petit garçon et m'amuser. C'est un jeu que j'aime, ça. Pose-moi une autre question. D'ailleurs, je me demande si Spielberg n'a pas une dent contre les avocats. Je dis ça parce que, vous vous souvenez des Dents de la Mer? Eh bien, les maquettes Bruce, les maquettes de requins, ils ont été nommés Bruce par rapport au prénom de l'avocat de Spielberg. Et entre ça et la personnalité de Peter en tant qu'avocat dans ce film, et c'est pour ça que le capitaine Crochet est un méchant génial dans ce film. Il est brillamment écrit, il est dramatique, il est théâtral, il est machiavélique, il se part d'un honneur factice parce qu'il n'hésite pas à tricher. Remonte tout de suite sur ton navire et va-t'en. Je ne veux plus jamais te revoir au pays imaginaire. Pauvre idiot! Crochet est le pays imaginaire! L'écriture est extrêmement brillante dans ce film, et également la mise en scène qui va mettre en place quelques petits éléments qui vont faire penser au rêve. Salut! On a eu des problèmes avec madame? On en aura encore en rentrant à la maison? Car oui, comme le dessin animé, le film va se terminer sur la possibilité que tout soit un rêve. On peut dire que le film est dans la droite lignée du dessin animé, ce qui est à la fois sa source de défaut, mais également montre qu'il a bénéficié d'un travail soigné. Il y a un autre travail que j'aimerais souligner, celui des acteurs. Robin Williams et Dustin Hoffman sont juste parfaits. Williams arrive à interpréter à la fois ce personnage enfantin de Peter Pan et le côté adulte strict sans jamais paraître en faire trop. Et Dustin Hoffman cabotine à fond, mais c'est totalement le personnage du capitaine Crochet. Un personnage qui cabotine, un personnage à fond dans le drama. Et ça, Dustin Hoffman l'a fait à merveille en tant que capitaine Crochet. N'essaie pas de m'en empêcher cette fois-ci, mouche. Surtout, n'essaie pas de m'en empêcher cette fois-ci, mouche. Essaie de m'en empêcher. Mouche, t'as intérêt à remuer tes grosses fesses. Viens vite, mouche. J'arrive. Empêche-moi. Ce n'est pas une blague. Je suis en train de me suicider. Et même les enfants se débrouillent très bien. Bon, il faut dire que le film a capturé certains moments authentiques, comme le moment du passage du flambeau, où aucun enfant ne savait lequel serait choisi. À qui je passe le flambeau? En somme, ça reste un bon film qui, même s'il n'a pas eu un gros succès à sa sortie, a eu un statut de film culte bien mérité. Pour le film suivant, c'est comme un pas qui fait trembler la terre. Je commence à être vraiment inquiet. Jurassic Park. Jurassic putain de Park.
Vous l'attendiez, ce film. Je l'attendais aussi. Tout le monde l'attendait, ce film. Le film qui marqua au fer rouge les années 90. Le film qui a dit à tout le monde, Spielberg est encore dans le game. Le film est à la base un roman de Michael Crichton qui a eu un énorme succès dans les ventes. Sachant que son livre allait être du coup adapté, Michael Crichton demanda une redevance de 1,5 million de dollars en plus d'un énorme pourcentage sur les bénéfices pour l'adaptation de son roman. Malgré ces demandes, beaucoup de studios se battent pour obtenir les droits d'adaptation du livre. Warner Bros voulait le faire réaliser par Tim Burton, Columbia voulait le faire réaliser par Richard Donner et 20th Century Fox voulait le faire réaliser par Joe Dante. Mais ce fut finalement Universal qui obtint les droits. La société reversa 500 000 dollars supplémentaires pour que Michael Crichton écrive le script qui servira à l'adaptation, ce qu'il fera en collaboration avec David Koepp. 2 millions sans compter les pourcentages. Autant vous dire qu'il était aux anges, le Crichton. Du côté de Universal, Sid Sheinberg, son président, contacte Spielberg pour qu'il réalise le film. Mais ce dernier veut réaliser le film La liste de Schindler. Sheinberg lui dira alors qu'il lui donnera le budget nécessaire pour la liste de Schindler si Spielberg réalise Jurassic Park d'abord. Je sais pas comment la discussion a été faite, mais j'aime bien l'imaginer comme ça. Bon, Jeannette, vous avez appelé Spielberg pour le film sur les dinosaures, là? Comment ça, il veut faire un film sur la Seconde Guerre mondiale? Oh putain, mais me dites pas qu'il est encore tombé dans sa période où il veut faire des films dépressifs. Non, laissez tomber, je vais l'appeler. Vous allez voir, je vais faire une proposition, vous allez voir, ça va le calmer tout de suite. Ah, allô, Steven? Ouais, c'est Sid à l'appareil. Ouais, écoute, j'étais en train de parler de toi, et apparemment tu veux faire un film sur, comment ça s'appelle? La liste de Primbert, là, un film sur le nazi, là, t'es sûr de ton coup? Ah non, écoute, moi, écoute, tu fais ce que tu veux, Stevie, hein. Moi, personnellement, je n'ai rien contre toi. Ton film, là, les dents de sa mère, il nous a rapporté un paquet de pognon. et ton film, là, l'autre, là, E.T. fax chez toi, ça aussi, c'est encore le recordman, encore aujourd'hui, là. Alors moi, tu sais, Stevie, moi, je t'aime bien, moi, je t'adore comme mec. Toi, t'es un mec cool, t'es un mec génial. Mais, voilà, pour tout te dire, ça me gêne un peu que tu fasses ce film sur les nazis, là. Non, mais t'inquiète pas, non, on va se trouver un accord, on va trouver un truc. Voilà ce que je te propose. J'ai un projet en ce moment de film dans les boîtes, un film sur des dinosaures. Moi, je vous dis, tu me fais ce film sur les dinosaures, et ensuite, je te donne le budget pour faire ton film sur le nazi. Et tu sais quoi, on va rajouter un petit truc, si ton film sur les dinosaures, oui, parce que maintenant c'est ton film. Hein. Si le film sur les dinosaures bat le record d'E.T., hein, qui, je te rappelle, E.T., recordman depuis 10 ans, hein, et si ton film bat le record d'E.T., je dis oui à tout pour ton film sur le nazi, là. Je te fais un budget illimité, je dis oui à tout, je t'accorde toutes les finances que tu veux. Ça te va? Super. Allez, à plus, Stevie. Il y arrivera jamais. Suite à cet accord, Spielberg se mettra en chantier pour le film Jurassic Park. Et déjà au niveau du scénario, il va opérer plusieurs modifications ou retraits de certains points scénaristiques du livre, toujours sous l'approbation de Michael Crichton. Il retirera certains points pour des raisons scénaristiques, pour des raisons de budget ou pour des raisons propres à Spielberg. Ce dernier de son côté contacte pas moins de 3 spécialistes des effets spéciaux pour rendre vivants les dinosaures. Stan Winston, connu pour son travail sur The Thing, Aliens ou les 2 Predators, se chargera des dinosaures en animatronique. Phil Tippett, qui avait travaillé auparavant sur la trilogie Robocop, sur Star Wars 4 et 5 ainsi que sur Indiana Jones 2, aura la responsabilité de l'animation en Go Motion. C'est une technique d'animation qui permet à des objets immobiles de donner des mouvements naturels. Enfin, ce sera Dennis Muren, qui avait auparavant travaillé sur la plupart des films de George Lucas et de Steven Spielberg, qui s'occupera des effets numériques. Pour les cris de dinosaures, c'est assez compliqué. Certains parlent de lions, d'autres de tigres, d'autres d'éléphants, certains même parlent de reproduction de tortues. C'est assez compliqué de trouver une source viable sur d'où vient le cri des dinosaures.
En ce qui concerne le casting, Sam Neill fut le choix de départ de Spielberg, si bien qu'il repoussa le tournage d'un mois pour qu'il puisse interpréter le rôle. Pour le rôle de Ellie Sattler, Juliette Binoche fut d'abord approchée, mais elle refusa le rôle qui sera endossé par Laura Dern. Jeff Goldblum sera tout de suite casté pour le rôle de Ian Malcolm. D'ailleurs, les 3 acteurs ont rencontré de véritables spécialistes en dinosaures et en paléontologie pour s'imprégner de leur personnage. Pour le rôle du professeur Hammond, Sean Connery fut d'abord choisi, mais il céda sa place à Richard Attenborough. Ce fut après plusieurs semaines de tournage sur l'île de Kauai, dont un ouragan avait causé du retard, et quelques jours de tournage sur les plateaux hollywoodiens, que le film Jurassic Park sortit en 1993, et qui eut le succès que tout le monde connaît aujourd'hui. Ce film a atteint un statut de film culte très rapidement. C'est un film qui a été numéro 1 du box-office mondial l'année de sa sortie et qui battra le record des recettes mondiales de E.T. 10 ans après que celui-ci avait établi ce record. Bon, on en est où là avec les films sur les dinosaures là? Comment ça? Oh le con, il a fait! Est-ce que toute cette renommée, tout ce succès était mérité? Sérieusement, vous vous posez vraiment la question? De quoi parle Jurassic Park? Alan Grant et Ellie Sattler sont des paléontologues. Un jour, John Hammond, le milliardaire qui finance leurs recherches, les invite à venir dans un zoo de dinosaures nommé Jurassic Park. Mais les choses vont très mal tourner. Si je devais utiliser un mot pour qualifier Jurassic Park, ce serait parfait. Parce que ce film fait preuve d'une maîtrise et d'un traitement impeccable de bout en bout. Déjà, le film maîtrise à merveille le principe du setup payoff, à savoir montrer un objet dans une scène qui servira ou qui aura de l'importance plus tard. Dans le milieu du cinéma, on appelle ça le fusil de Tchekhov. Si vous montrez un fusil dans une pièce, alors ce fusil doit servir. Nous savons maintenant que le dilophosaure est en réalité venimeux. Il crache du venin sur sa proie, provoquant la cécité et éventuellement la paralysie, ce qui lui permet de manger selon son bon plaisir. Eh bien, ce film se construit par des setup payoff tout le long. Absolument rien dans ce film n'est fait au hasard. Le moindre plan, la moindre scène, tout a son importance, que ce soit dans la narration ou dans la symbolique. Prenez par exemple le monologue d'Alan Grant au début du film. Il sert non seulement à mettre en avant le fait que Grant n'aime pas les enfants, mais sert également à nous parler des raptors et de la méthode de chasse qui sera utilisée plus tard dans le film. Il t'ouvre peut-être le ventre, qui déverse tes intestins. Le pire, c'est que tu es vivant lorsqu'il te dévore. Petite futée. Et là où le film se sert admirablement bien de ce concept, c'est pour les scènes de tension. Spielberg va se servir de ce qu'il a appris à faire sur Les Dents de la Mer pour pouvoir annoncer la menace sans même qu'on la voie, disséminant même des petits artefacts qui vont faire monter le stress alors qu'on est en pleine scène de tension. Vous avez entendu? C'est un pas qui fait trembler la terre. Je commence à être vraiment inquiet. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, faut foutre le camp, vraiment, maintenant, tout de suite, allez, en route. Allez, faut mettre en route. Démarrez. Encore une fois, Spielberg montre sa maestria pour mélanger l'horreur, la tension, le suspense avec la poésie, le rêve et l'imagination. En fait, Jurassic Park possède une seconde lecture très intéressante. En effet, Spielberg a remanié le personnage de John Hammond pour faire un portrait imagé de lui avec ce côté homme qui crée de l'imagination, qui crée du rêve. Et à ce titre, tout ce qui tourne autour de lui et des événements du parc peuvent être perçus comme une métaphore de la vision de Spielberg sur le cinéma. Voir et toucher.
Par exemple, la tentative de vol de Denis Nedry peut être vue comme les tentatives de plagiat ou de mockbuster qu'il a déjà vu sur les Dents de la Mer. Le fait que le parc lui échappe peut être également vu comme son ressenti personnel lorsqu'il a vu les Dents de la Mer devenir une franchise dénaturée. C'est toujours le cirque des puces. Ce n'est qu'une illusion. Lorsque nous reprendrons le contrôle... Jamais vous n'avez le contrôle, c'est ça l'illusion. Ça permet aussi de confirmer que Spielberg n'aime vraiment pas les avocats. Genre vraiment pas. Et ce n'est pas un portrait glorifié. Spielberg, à plusieurs reprises, fait son autocritique dans ce film. La thématique de la famille s'illustre une nouvelle fois via le personnage d'Alan Grant. Alan Grant, qui est un personnage qui n'aime pas les enfants, refuse la paternité, mais qui doit se comporter comme un père afin que lui et les enfants puissent sortir vivants de ce parc, et qui se découvre par la suite un instinct paternel. Tous les personnages sont écrits avec brio et ils ont tous leur côté attachant, tous leur moment de légèreté, comme tous ayant leur moment émotionnel ou leur moment de tension. Sauf le personnage de l'avocat. Parce que Spielberg n'aime pas les avocats. En ce qui concerne le rythme du film, encore une fois, c'est juste parfait. Justement, Spielberg a calculé ses plans et ses écritures pour pouvoir instaurer des éléments sans perdre de temps. Par exemple, pourquoi les enfants sont là ? Parce que la fille d'Hammond divorce. Il a dû partir très tôt, il veut être avec sa fille, elle est en train de divorcer. Oui. Pourquoi il y a cette visite du parc ? À cause de l'accident du début, et ainsi de suite. La scène qui illustre le mieux cela, c'est la scène du dessin animé. Il faut simplement savoir où chercher. Il y a 100 millions d'années, il y avait des moustiques comme aujourd'hui. Et comme aujourd'hui, ils se nourrissaient du sang des animaux, même des dinosaures. Parfois, après avoir piqué un dinosaure, le moustique allait se poser sur une branche d'arbre et restait collé dans la serre. Longtemps après, la résine durcisse et fossilisée, comme un ossement de dinosaure, gardant en elle le moustique. Du coup, ça nous donne un rythme de narration soutenu qui ne se repose pas, mais qui ne nous étouffe pas pour autant. Les effets spéciaux tiennent encore la route aujourd'hui, le film a très bien vieilli, et ça c'est particulièrement grâce au mélange des effets physiques et des effets numériques. Ce film a bien mieux vieilli que des films encore plus récents. En ce qui concerne la musique, elle est devenue culte, et franchement c'est mérité. Parce que toutes les musiques illustrent à merveille tous les moments que nous montrent, que ce soit les leitmotivs pour l'émerveillement, les leitmotivs pour la tension, le suspense. Tout est brillamment maîtrisé. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Les modifications par rapport au livre ont toutes été approuvées par Michael Crichton, donc on ne peut pas reprocher ce film d'être pas fidèle au livre. Quant aux erreurs scientifiques qu'on ramène à chaque fois sur ce film, bah excusez-moi, mais à l'époque, c'était pas des erreurs scientifiques. Certains diront que le film a des facilités scénaristiques, comme le tyrannosaure qui ne peut voir que ce qui bouge. Mais même pas en fait, parce que même cet aspect n'est pas utilisé comme une facilité scénaristique. Suite à ce carton, et conformément aux accords entre Spielberg et Universal, la boîte de production lui accorda le budget nécessaire pour son film suivant. Oui, Stevie, d'accord, je contacte Liam Neeson, oui, tu le veux pour ce film, très bien, je le contacte. Quoi ? Tu veux que je retrouve tous les juifs qui ont été sauvés par Schindler ? Ça fait encore coûter du pognon, ça, mais d'accord, on va faire ce qu'il faut, t'inquiète pas. Ouais, on n'a pas le choix, hein, t'as vu le carton de Jurassic Park ? Et c'est ainsi que Spielberg put se lancer dans une réalisation qui lui tenait à cœur, la liste de Schindler. Mais avant de parler du film, parlons de comment il a vu le jour.
Après la Seconde Guerre mondiale, un survivant juif nommé Poldek Pfefferberg cherche un moyen de raconter l'histoire de l'homme qui lui a sauvé la vie. Lui et pas moins de 1000 juifs. Il chercha un écrivain, tentera de faire un film biographique en 1963, mais échouera. Ce n'est qu'en 1982 que Poldek Pfefferberg rencontrera l'écrivain australien Thomas Keneally, qui utilisera son témoignage pour faire un roman nommé La liste de Schindler. En 1983, Spielberg a vent de ce livre et il est fasciné par le côté paradoxal du personnage. Car Schindler, avant d'être cet homme qui sauvera les milliers de vies juives durant la Seconde Guerre mondiale, c'était un membre du parti nazi. Il travaillait pour leurs services secrets, leurs espionnages, il fut même un des commandants de l'Abwehr. En bref, sans être non plus un très haut placé, c'était pas n'importe qui dans le parti nazi et il avait pas mal de relations. Ce ne fut qu'après qu'il fit fortune dans les batteries de cuisine et les casseroles. Il voulut profiter de la situation de l'Allemagne nazie pour pouvoir obtenir des prisonniers pas chers en tant que travailleurs. Seulement, lorsqu'il a commencé à accueillir les prisonniers de camps de concentration, il s'est vite rendu compte dans quelle situation inhumaine ces gens étaient traités. Il dilapidera sa fortune et jouera de ses relations et de son charisme pour sauver à peu près 1100 juifs des camps de concentration. Il les emmènera dans une usine où ils seront bien traités et où il prétextera de la fabrication d'obus. Fabrication dont il fera exprès de faire du sabotage. Et ce, jusqu'à la fin de la guerre et à la défaite de l'Allemagne nazie, où il dut fuir parce que même s'il avait fait de bonnes actions, il restait un nazi. Aujourd'hui, il est l'une des rares personnes à ne pas être juif, mais à avoir atteint le statut de juste des justes dans la religion juive. Et je suis quasiment certain que c'est le seul nazi à avoir ce statut. À l'époque, Spielberg est fasciné par cette histoire, mais il ne se sent pas capable de faire un film digne de ce nom en la mémoire de Schindler. Il proposa alors la réalisation à Roman Polanski. Ce dernier refusera parce qu'il trouve que l'histoire est bien trop proche de celle de sa mère, qui est morte à Auschwitz. Il proposa alors la réalisation à Martin Scorsese, qui refusera également, car pour lui, seul un juif aurait pu mettre bien en scène cette histoire. Ce qui est con parce que Spielberg a bien prouvé avec La couleur pourpre qu'il n'avait pas besoin d'être une femme noire pour comprendre leur calvaire. Mais bon, passons. Spielberg décida donc de s'atteler à ce projet dans les années 90, maintenant qu'il se sent assez expérimenté et avec assez d'assurance pour faire la réalisation de ce film. Mais il ne voudra pas de salaire parce que pour lui, ce serait le salaire du sang. Ouais, à ce point-là. Ce fut Scorsese qui recommandera le scénariste Steven Zaillian à Spielberg. La première version du script ne plut pas d'ailleurs à ce dernier. Il trouvait que cela faisait trop court et il voulait rallonger les scènes difficiles et rendre plus subtile la transition des convictions de Schindler. Pour interpréter ce dernier, d'ailleurs, plusieurs acteurs se proposèrent, dont Mel Gibson et Kurt Russell. Mais ce fut finalement Liam Neeson, relativement inconnu à cette époque, qui fut choisi. Ralph Fiennes interprétera Amon Goth, le tortionnaire, et Ben Kingsley interprétera Isaac Stern. 30 000 figurants ont été embauchés pour le tournage de ce film, et Spielberg insista pour que l'on puisse retrouver les Juifs sauvés par Schindler, ce qui donna la scène de fin durant laquelle ils déposeront une pierre sur la tombe, signe de respect dans la religion juive. La dernière pierre sera d'ailleurs déposée par Liam Neeson. Le tournage du film fut l'un des plus pénibles qu'il soit dans la carrière de Spielberg. L'ambiance était morne du matin au soir. Personne n'osait faire de blagues et même Spielberg n'osait pas dire action lors du tournage parce que dans l'histoire de l'Allemagne nazie, action voulait dire tout autre chose. Pour essayer de calmer cette ambiance dépressive, Robin Williams appelait souvent Steven Spielberg et pendant que ce dernier mettait le haut-parleur, il faisait des blagues et faisait le clown au téléphone. Ce film recevra un accueil critique très favorable et sera deuxième du box-office de 1994, le premier étant Le Roi Lion. Et que vaut ce film ? Il est déchirant. De quoi parle la liste de Schindler ? Oskar Schindler est un riche entrepreneur nazi qui, voulant se servir de la situation, cherche à embaucher des juifs pour la fabrication des batteries de cuisine. Mais petit à petit, cette ambition va changer lorsqu'il se rendra compte de la situation que vivent les juifs lors de la Seconde Guerre mondiale. Commençons par une chose qui ne vous aura pas échappé, le parti pris visuel du film. En effet, la quasi-totalité du film est en noir et blanc, ce qui est une décision intelligente, parce que non seulement ça permet de se remettre un petit peu dans le contexte, sachant que dans les années 40, les films étaient en noir et blanc,
Mais également, ça donne un aspect de deuil au film, ce qui est approprié au vu du sujet qu'il traite. Et j'ai bien dit la quasi-totalité, pas la totalité, parce qu'il y a 5 scènes dans ce film qui s'autorisent à avoir de la couleur, et toutes ont une portée symbolique. Il y a d'abord la scène d'introduction qui nous montre une cérémonie de Shabbat. Petit à petit, la couleur des bougies passe au noir et blanc. Cela peut être vu comme étant l'entrée dans la porte de l'enfer que l'on va nous présenter, comme la vie, l'espoir qui disparaît petit à petit. Il y a ensuite la première scène de la fille au manteau rouge. Non seulement ça nous permet de la distinguer dans la foule, mais j'y vois également une symbolique liée à l'espoir. En somme, cette petite fille qui passe entre les foules allemandes, qui se cache, peut être symbolique d'une dernière étincelle de vie, d'espoir ou de couleur qui brille malgré le chaos. Espoir qui mourra définitivement lorsqu'on reverra cette fille au manteau rouge parmi les cadavres. D'ailleurs, petite anecdote, la fille au manteau rouge dans ce film, elle a réellement existé. Sauf qu'elle a survécu à la Seconde Guerre mondiale et elle s'appelle Roma Ligoka et a écrit un livre. Et accessoirement, c'est la cousine de Roman Polanski. Il y a ensuite la scène avec les bougies du Shabbat de fin qui peut représenter l'espoir qui renaît. Et enfin, la toute scène de fin avec l'hommage à Schindler. Ici, je pense que c'est plus pour correspondre à l'époque. Je vous ai dit que ce film avait un ton de deuil, non seulement par son parti pris visuel, mais il l'a également par sa musique. La musique de John Williams est une musique déchirante, une musique triste, qui a un parfum de désespoir, ce qui est la personnification de la situation des Juifs à ce moment-là. Et parlons-en de ce que l'on nous montre. Le film n'est pas seulement dramatique, il est également violent d'une certaine façon. Pas violent dans le style gore, mais dans le style massacre fait dans la joie. À plusieurs reprises, on montre que les nazis prennent plaisir à abattre les juifs. Et le film n'hésite pas à prendre son temps pour montrer les temps forts. Le massacre du ghetto de Cracovie, le massacre des juifs dans le camp de Plaszów, la crémation, toutes les scènes violentes prennent leur temps. Et elles n'ont même pas besoin d'être explicites, ça peut se résumer à des éclats de lumière, ou à des bruits de piano, ou que sais-je encore. La violence c'est là, mais elle n'a même pas besoin d'être montrée. Et afin que ce ne soit pas juste des visages, des silhouettes qui volent en éclats, Spielberg a eu l'intelligence de créer un attachement envers ces juifs. Comment ? En prenant un petit groupe et en prenant le temps de raconter l'histoire de chacun, par où ils sont passés, comment ils sont arrivés là, leurs liens, leur mentalité, etc. Ça permet de s'attacher à eux et indirectement de s'attacher aux personnages juifs de l'histoire, ce qui renforce l'impact de leur massacre. Mais en parlant de personnages, il y en a 2 qui crèvent l'écran, campés par 2 excellents acteurs. Déjà, je veux parler du personnage d'Amon Goth, interprété par un génial Ralph Fiennes. L'écriture est très intelligente car le film arrive à le rendre humain tout en n'hésitant pas à montrer sa partie monstrueuse. C'est une ordure, un psychopathe, mais qui n'est pas non plus au point de la caricature, ce qui rend son développement très intéressant. Non, je ne crois pas. Salope de petite juive. Tu as failli me convaincre, hein? N'est-ce pas? Mais évidemment, je ne peux pas parler de ce film sans parler du personnage central de l'histoire, Oskar Schindler. Liam Neeson a su brillamment interpréter ce personnage. Et là où le film est encore plus intelligent, c'est qu'il ne tombe pas dans la facilité d'en faire un héros sans défaut. Dans le film, on montre bien que Schindler est un coureur de jupons qui, au départ, a voulu créer son usine à des fins économiques. Un directeur ? Merde. Oh, c'est pas vrai.
Et ce que je trouve intéressant, c'est que même quand il évolue, quand il prend conscience du sort des Juifs, il reste fort, il reste grand et garde cette attitude de renard qui sait jouer de son charisme et de son argent. On montre aussi qu'il cerne extrêmement bien les personnes, comme quand par exemple, il parvient à jouer sur l'ego d'Amon Goth en essayant de lui faire comprendre que le pouvoir c'est d'être juste. Ce qui marchera... Et l'empereur pardonne cet homme. Ce rebut de l'humanité, il le libère. Je crois que vous êtes sous. C'est le pouvoir, Amon. Ça, c'est le pouvoir. Bon, allez, va-t'en, je te pardonne. Temporairement. Il reste tout le temps fort, tenant tête à ses opposants, agissant comme un chef d'entreprise. On peut même y voir une forme de figure paternelle, ce qui correspond à la thématique familiale chère à Spielberg. En effet, il appelle les Juifs qu'il sauve méchants. Ils se nomment eux-mêmes les Juifs de Schindler, qui sonnent presque comme enfants, et on le voit se battre comme un père pour sauver certains d'entre eux. Hé! 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 Mais qu'est-ce que vous faites? Elles sont à moi! Ce sont mes ouvrières. On doit les mettre dans mon train. Elles sont qualifiées dans la fabrication de munitions. Ouvrières essentielles. Sauf à la fin. La fin où il craque. La fin où il se met à pleurer parce que pour lui, il n'en a pas fait assez. Parce qu'il n'a pas assez sauvé de Juifs. Et ça nous fait alors nous rendre compte de ce qu'il ressentait depuis le moment où il a décidé de les sauver. Et ça renforce encore plus l'impact des scènes. Personne de plus. Une personne, Stern. Pour ça. Je l'aurais pu sauver. Une personne de plus. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Après, je trouve l'arc avec sa femme complètement inutile et je trouve dommage qu'on ait forcé une fin heureuse entre lui et sa femme, sachant qu'il a foiré son mariage parce que c'était un mari volage. On aurait pu se passer de ça. Ce film a eu un énorme succès et des récompenses bien méritées. On sent que Spielberg a puisé dans son énergie pour faire ce film. Il a dit lui-même d'ailleurs, s'il avait réalisé la liste de Schindler avant Jurassic Park, il n'aurait jamais eu la force de faire Jurassic Park. En tout cas, en ce qui me concerne, ce film m'a vidé. Ça vous dirait pas qu'on fasse un film plus léger? Genre la suite de Jurassic Park? Suite au succès colossal de Jurassic Park, Michael Crichton décidera d'écrire une suite qui se nommera Le Monde Perdu, en hommage à Conan Doyle. Alors qu'au début du projet, Spielberg est intéressé par la réalisation d'une suite, sa motivation s'effiloche au fur et à mesure que le film avance. Il faut dire qu'après la liste de Schindler, il n'avait plus trop la tête à revenir à du divertissement. David Koepp se chargera de scénariser cette suite et si la fidélité par rapport au roman est un peu plus proche, il a toujours d'énormes différences. Universal se chargera de la production en ayant notamment un partenariat avec Mercedes. D'ailleurs, tous les véhicules utilisés dans ce film sont de la marque Mercedes. Comme le film allait mettre en avant principalement Ian Malcolm, Jeff Goldblum est à nouveau engagé. Richard Attenborough reprendra également le rôle de John Hammond et s'ajoutera au casting Julianne Moore, Vince Vaughn, Pete Postlethwaite et bien d'autres. Contrairement au premier film, l'accueil du Monde Perdu est plus frileux, on va dire. Je veux dire, malgré quelques récompenses et une place pas très mauvaise au box-office, il se ramasse quand même pas mal de mauvaise presse sur la tronche. À raison ou à tort, c'est ce que nous allons voir. De quoi parle ce film? 4 ans après les événements de Jurassic Park, Ian Malcolm est engagé par John Hammond pour aller étudier les dinosaures sur l'île de la Isla Sorna, autrement appelée le site B. Mais le neveu d'Hammond, lui, veut capturer des dinosaures.
Honnêtement, je plains ce film qui a dû succéder à un film parfait. Et je vais être honnête, la suite accuse vraiment le coup. Déjà, en termes d'histoire, beaucoup d'éléments sont introduits ou sont résolus assez maladroitement, comme le fait que les dinosaures n'aient plus besoin de lysine, ce genre de choses qui auraient mérité un meilleur développement. Ça entache vraiment la première partie du film, qui est, reconnaissons-le, assez lourde et pataude. Mais il y a véritablement deux gros problèmes dans ce film. D'abord, le film loupe à plusieurs reprises le mélange de tons, ce qui fait que quelquefois, il donne un trait humoristique à une scène qui n'est pas du tout appropriée pour ça et qui gâche un peu le moment de tension. Qui est blessé? Qu'est-ce qu'il vous faut? Il nous faut une corde. Une corde, bon, d'accord, autre chose? Oui, 3 double cheeseburger avec ketchup. Sans oignon, le mien. Et pour moi, pas trop saignant. Et le second gros souci, c'est le message écolo. Je pensais que les soucis de tentative de message écolo étaient récents, mais le visionnage de ce film m'a donné tort. Le message sur la chasse, sur le fait que les animaux soient gentils, que la nature c'est beau, c'est d'une lourdeur abominable. Et ça nous donne parfois des dialogues d'un ridicule insurmontable. Nos moyens de communication ont été détruits. Et si votre radio et votre téléphone par satellite étaient dans cette caravane tombée de la falaise, alors nous sommes coincés ici, mesdames et messieurs, coincés ensemble, et ceci grâce à vous. Mais attendez, on était venus pour observer, alors que vous êtes venus exploiter le filon. Quel rapport entre le fait qu'à cause de vous, il n'y ait plus de radio et que les gars soient venus pour capturer des dinosaures? Quand l'adulte va voir que c'est nous, encore avec son petit, tu crois pas qu'il va faire... Tu sais, il risque d'y avoir... Furieuse... Retrouvailles. Qui sait? Il peut aussi être heureux de nous voir. Non! Le T-Rex ne sera pas content de vous voir parce que vous avez sauvé son petit. Je pense qu'il aura envie de vous bouffer parce que de son point de vue, vous avez menacé son petit. Et alors, ce plan de fin où on nous montre tous les dinosaures vivre en harmonie avec le discours de John Hammond, non, vraiment, cette tentative de message écolo pourrit vraiment beaucoup de passages. Ceci dit, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, le film n'est pas mauvais du tout, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, même s'il y a un message écolo lourdingue, Spielberg n'a pas fait l'erreur de faire des chasseurs des brutes sans cervelle nanardesques, contrairement à Jurassic World Fallen Kingdom par exemple. Il a quand même gardé cette préférence à rendre ses personnages attachants, quitte à contrebalancer son message écologique parfois. Cet animal existe sur la planète pour la première fois depuis 10 millions d'années. La seule façon que t'as de t'exprimer, c'est de le tuer. Tu te rappelles ce type, il y a environ 20 ans, je sais plus comment il s'appelait. Il a gravi l'Everest sans oxygène et il est redescendu à moitié mort. Quelqu'un lui a demandé « Pourquoi vous êtes allé là-haut pour mourir ?» Il a dit « Pas du tout, j'y suis allé pour vivre. » Et oui, même les personnages que je n'aime pas, je ne peux pas nier qu'il y a un bon développement pour chacun d'entre eux. Même si parfois l'humour s'insère mal, dans beaucoup de cas, il fait mouche. C'est sûr, je me suis concentré sur celle qui n'allait pas. Mais c'est parce que ça sort alors que beaucoup de fois, le mélange se passe bien. Papa, Sarah n'a pas tout à fait Il est tort très sur important pour ton avenir que tu ne finisses pas ta phrase, s'il te plaît. Non mais c'est privé là, allez dehors. Et une autre chose qui rattrape ce film, ce sont les scènes d'attaque des dinosaures. Ce film a réussi à adapter sa façon de cadrer, sa façon de filmer chacune des attaques selon le dinosaure en question. Les T-Rex vont beaucoup être sur des plans où on ne voit qu'une partie, comme un œil ou le museau, ce qui nous donne d'excellentes scènes de tension. Les Compsognathus vont avoir la caméra subjective à leur niveau, pour accentuer le côté menace rampante qui approche. Mais la meilleure scène d'attaque, ce sont les Raptors dans les hautes herbes, avec ce plan juste génial. Spielberg a également innové dans le traitement de la thématique familiale et du lien père-fils. Dans le monde perdu, ce lien n'est plus symbolisé par les humains, même s'il y a le personnage de Ian Malcolm et de sa fille, mais par les tyrannosaures. Du coup, ça exploite une autre forme d'attachement familial, celui des animaux. Et oui, j'ai beaucoup aimé ce segment, surtout que ça nous a donné la scène du tyrannosaure à San Diego, où nous pouvons admirer le scénariste David Koepp se faire bouffer. D'ailleurs, j'ai envie de régler une injustice. Parce que beaucoup de gens ont accusé le film d'être incohérent,
sur ce passage-là, parce que comment le tyrannosaure a pu s'échapper de la soute, bouffer l'équipage et retourner dans la soute, ou comment le bateau il a avancé tout seul alors que l'équipage s'est fait bouffer. Alors déjà, c'est pas parce que tu manges l'équipage que tu arrêtes le bateau. Je veux dire, il suffit juste que le bateau ait le bon cap et que le moteur tourne lorsque le capitaine se soit fait bouffer. Et c'est encore plus vrai si on constate que le carnage est récent. Ensuite, beaucoup de gens sont partis du postulat que le tyrannosaure était dans la soute. Mais non, en fait, le tyrannosaure était sur le pont. À plusieurs reprises, on montre que la cage du tyrannosaure était sur le pont et qu'il était dans la soute parce qu'un membre de l'équipage a tenté de l'enfermer dedans. Donc en fait, c'est pas si difficile d'imaginer la scène, hein. Le tyrannosaure est dans la cage sur le pont. Le fait qu'il se soit reçu plus de tranquillisants qu'il lui fallait et qu'il n'ait pas du tout eu un traitement approprié l'énerve. Il démonte sa cage, bouffe l'équipage et le capitaine, et l'un des membres qui était encore en vie arrive à l'enfermer dans la soute avant de mourir à son tour. Aucune incohérence là-dedans. Suite à la réalisation de ce film, Spielberg voulait laisser de côté les divertissements familiaux et voulait se consacrer à des films plus sérieux. C'est pour ça que son prochain film traitera de la traite négrière.